pour obtenir un strapontin ou un petit marocain, comme dirait Jacques Lang. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue. Le livre est une arme. Vous êtes bricoleur? Vous connaissez la sulfateuse? Ça tombe bien car aujourd'hui nous allons en passer un petit coup. Avec cette chronique 76 du père Jean Boyer, les pires ennemis de nos peuples. Mais de qui parle-t-il? De qui parle-t-il, à votre avis? Eh bien, le père Jean Boyer, ici, nous narre les techniques de subversion utilisées par les pharisiens depuis des siècles. Son but, c'est de braquer les projecteurs sur ses secrets, ceux du terrorisme, ceux des révolutions, ceux des tromperies, pour que nos dirigeants patriotes diffusent et enseignent la vérité, afin d'éviter, in fine, notre défaite finale, justement, notre soumission qui prend la direction de l'inéluctable. De toute façon, nos dirigeants n'ont guère le choix. Ceux qui ne dénonceront pas cet impérialisme pharisien, ce suprémacisme racial, seront renversés tôt ou tard. On ne pactise pas avec le mal. Sur Telegram, certains passages savoureux vous seront offerts gracieusement. Allez, place à Jean-Pierre Mariel. J'ai marché en pensant à la France. La pauvre. Essentiel, nous voilà. Posons le décor, ça pique un peu, vous allez voir. Les pharisiens ne purent jamais, dans l'histoire, conquérir des territoires grâce à une armée puissante. Le prophète Isaïe leur avait déjà dit, c'est par la dispersion qu'ils conquerront le monde et les goïms. Ainsi, partout où ils allèrent, les usuriers se montrèrent obséquieux avec le pouvoir en place, puis créèrent, à chaque fois, un État dans l'État, la nation secte. Voilà comment on les appelle. Le rabbin prenne exemple, il prêche l'exemple de Joseph, l'esclave entré en Égypte et qui, in fine, soumit l'ensemble des Égyptiens à force de dissimulation et de ruse. Voilà leur modèle. Par conséquent, de nombreux États et surtout de nombreux royaumes furent à travers l'histoire renversés par le pharisaïsme, obéissant au prophète Isaïe qui leur garantit toutes les richesses imaginables. Les chrétiens regardent ailleurs, pensant que tout ceci n'est que fable éculée, n'est qu'une histoire révolue. Ils ne veulent pas voir que l'humanité entière est dominée par un impérialisme sournois, ultra-raciste, implacable et génocidaire. Pourtant, le Christ était venu modifier les lois bibliques cruelles que les pharisiens avaient travesties dans le but de voler et de réduire les autres peuples en esclavage. D'où la non-reconnaissance de Jésus par les mammonistes, d'où aussi le Talmud. Le Talmud, une tradition orale donnée par Dieu à Moïse, un Talmud donc qui vient confirmer le droit des pharisiens à exploiter et qui vient enseigner la haine des autres à leurs enfants. L'auteur égrène de nombreuses citations contenues dans le Talmud venant corroborer l'image désastreuse que l'on y fait des noms circoncis. Je vous gratifierai de quelques perles sur Telegram, je vous l'ai dit. Quant à la Kabbale, elle convertit les pharisiens en dieux face au reste des hommes. Ainsi, par ses enseignements obligatoires, chaque marchand du temple, homme, femme et enfant, demeure un agent de l'impérialisme pharisien. Très important, et c'est vraiment le cœur de ce livre. Chaque marchand du temple, homme, femme, enfant, demeure un agent de l'impérialisme pharisien. Si vous ne comprenez pas ça, vous comprendrez jamais rien. Et oui, parce qu'au XVIIIe siècle, voilà là, l'explication et la démonstration. Et oui, parce qu'au XVIIIe siècle, le rabbin Moses Mendelssohn ouvrit aux tribalistes matérialistes et athées la possibilité de rester dans le judaïsme. Ainsi naquit le néo-messianisme, provoquant une lutte interne entre d'un côté ceux qui croient en l'existence du Dieu d'Israël et de l'autre ceux qui considèrent le peuple pharisien comme une race supérieure destinée à dominer le monde. Le but de toute façon reste le même. Ça ne change rien. Leurs luttes intestines ne changent strictement rien. Le synode de Berlin 1889 mit fin à cette dispute en décrétant la liberté religieuse au sein du pharisaïsme. Liberté religieuse au sein du pharisaïsme. C'est encore très important de comprendre ça. En gros,
Vous pouvez être le pharisien que vous désirez. L'important, c'est donc que le pharisien demeure un serviteur d'Israël, de sa tribu, et qu'il se soumette à ses chefs, à ses rabbins. Ainsi, nous vîmes à travers l'histoire les pharisiens à l'origine des courants du socialisme dans le but quasiment avoué d'affaiblir les institutions goïm ou de s'accaparer leur richesse. La dissimulation, maintenant. Le tableau quasi millénaire est posé, accroché au mur devant nos yeux. Y a-t-il eu réaction? Oui. L'histoire immuable nous enseigne que nombre de souverains, de rois prirent les dispositions qu'il fallait contre eux. C'est une constante. Et les répliques des qui, vous savez, elles aussi, sont une constante. D'abord, ils se posent en victimes. Victimes de leur race, ou victimes de leur religion, selon les époques, selon la mentalité en place. Enfin, ils usent de la ruse des ruses. Ils feignent la conversion. Ils se cachent dans les pays, ils s'y infiltrent. Ils s'infiltrent même parfois avec tout le zèle et la surenchère qui vient avec, mais continuent en secret à fréquenter les synagogues, à obéir aux rabbins et à respecter les fêtes kabbalistes. Et ce sont ces révolutions internes qui furent appelées hérésies au Moyen-Âge. Les Cathares, les Hussites, les Albigeois, toutes précédèrent les révolutions communistes pilotées par les mêmes. C'est donc dans ce contexte que naquit l'Inquisition. Pour traquer les fauteurs de troubles, pour démasquer les pharisiens secrets, en les isolant pour arracher des aveux au sujet des autres infiltrés, au sujet des archives de leur fraternité qu'ils sont cachés je ne sais où. Voilà pourquoi depuis 10 siècles maintenant, les talmudistes font la guerre à leur ennemi numéro 1, tenez-vous bien, la torture. Ben oui, parce que elle seule permettait de mettre la main sur les caves camouflées, sur les tunnels, sur les maisons esselées, regorgeant de preuves. Pourtant, partout, eux, l'utilisent cette torture. Mais pour lutter contre eux, nous n'aurions pas le droit de combattre avec cette même arme. En clair, la Sainte Inquisition, même si elle rendit de larges services, échoua parce qu'elle ne voulut pas détruire les pharisiens, parce qu'elle voulut sauver leur âme et leur ouvrir les portes du ciel. Souvent, elle leur pardonnait, détruisant ainsi le travail accumulé de plusieurs années, de recherches, de réunions, de preuves, etc., entrepris par les inquisiteurs précédents. Ensuite, arriva ce qui devait arriver. Les mammonistes infiltrèrent l'Inquisition, et sous couvert de concepts creux comme la liberté, parvinrent à la détourner de son but initial. Depuis, soyons honnêtes, nos pays sont nus. Nus face à cette 5e colonne clandestine contre laquelle nous n'opposons absolument rien. Même l'Église est infiltrée, déjà en 1130, avec le cardinal Pierre Léoni. L'Église actuelle est infestée d'enfants crypto-pharisiens, nous assène Jean Boyer, chrétiens d'apparence. Ainsi, alors qu'elle lutta désespérément pendant des siècles contre le talmudisme, la voilà qui aujourd'hui sert la soupe à Israël et à ses révolutions. Voilà donc la pire des catastrophes, c'est ici qu'elle se trouve. Nous sommes seuls, ouverts à leur perfidie, seuls face au mal, sans protection. Ce qui nous guette, c'est la misère et l'expropriation de nos terres. Alors, nous ne parlons plus ici de religion depuis belle lurette, croyez-moi. Les pharisiens prirent le pouvoir au sein de la tribu en dissolvant le sacerdoce, voilà 18 siècles déjà. Chaque pharisien demeure son propre prêtre, les rabbins devenant par là même les gouvernants totalitaires de la tribu, dictant toute la vie du pharisien Kidam. La ruse, elle est là la ruse. La ruse fut de travestir les rabbins en religieux aux yeux des goïms. Tous les goïms pensent que les rabbins sont des religieux. Ils n'ont aucune obligation à diriger les services religieux, voilà un premier point, et leur présence étant totalement un luxe. D'ailleurs, les rabbins assument les affaires de conquête politique, économique et même militaire. Certains d'entre eux furent spécialisés dans le terrorisme ou même dans les enlèvements. Bref, chaque rabbin se spécialise pour être utile à la tribu, qui en propagande, qui en conquête culturelle, qui en espionnage. Pour étendre leur influence parmi les gentils, les pharisiens, c'est un des buts poursuivis, ont le droit de sympathiser avec certains d'entre eux, surtout ceux qui ont du pouvoir. Mais non sans avoir auparavant prêté le serment de trahir ce nouvel ami, si besoin se faisait sentir. Eh oui,
Aux coupables désobéissants se seront réservés le poison, parfois la mort, et les représailles envers femmes et enfants. Nous allons les évoquer un instant. Évoquons donc les mesures prises contre les talmudistes récalcitrants imposées par le Kahal ou le Bet Din. Première mesure, si jamais un talmudiste se mettait à trahir la tribu, la saisie de tous ses biens, puisque le jeune pharisien de 13 ans avait signé les feuilles en blanc lors de son entrée dans la Sainte Trinité synagogale, et c'est un bis repetita tous les 10 ans. Donc il aurait trahi ce qu'il aurait signé. Autre moyen de pression que la tribu possède, les bains rituels. La femme pharisienne, l'épouse pharisienne on va dire plus précisément, est contrainte de s'y rendre après menstruation, dans un lieu tenu secret, évidemment, vous le savez, sous les synagogues, etc. Et là, tenez-vous bien, tendez l'oreille à la perversité. Les employés de l'Akiba empêchent l'épouse pharisienne d'être purifiée. Elle est tenue à l'écart de sorte qu'elle refusera tout contact sexuel avec son mari de peur de rester maudite. Et à ce moment-là, eh bien, que croyez-vous? Le circoncis en rut, il se met à obéir. Existe aussi la répression que constituent les fortes amendes, puisqu'ils ont leurs propres tribunaux et leurs propres arrangements entre eux. Enfin, en cas de conversion, c'est l'empoisonnement purement et simplement, peine de mort donc décrétée par le tribunal secret, le Bet Din, pour le récalcitrant, le talmudiste récalcitrant et sa famille. D'où, vous l'avez compris, les conversions d'apparence. Cette peine de mort n'est réservée qu'aux excommuniés rebelles, car avant cela, il existe une sanction nommée Hérem. L'Hérem, c'est l'idée de couper un pharisien de la tribu, économiquement et socialement, puisque sa femme et ses amis devront lui tourner le dos jusqu'à ce qu'il s'excuse pitoyablement devant le tribunal rabbinique. Voilà l'étendue des sanctions possibles. Enfin, à côté de ces institutions trône une commission de censure nommée Kahal, devant laquelle chaque livre écrit par un pharisien doit être présenté. Chaque écrivain circoncis doit passer par ce filtre. Spinoza, par exemple, vécut l'excommunion de manière violente et fulgurante par le tribunal rabbinique d'Amsterdam et prononcé par le grand rabbin qui, par ailleurs, demeurait son meilleur ami. Nous te maudissons et nous t'expulsons avec l'accord des anciens de cette sacrée communauté en présence des livres saints. Voilà une partie des paroles qui furent prononcées. Que le Seigneur ne te pardonne pas. Que la fureur et la colère divine s'allument dorénavant contre toi. Vous comprenez mieux maintenant pourquoi leur soumission se veut irréfragable. Irréfragable. Ce sont tous des soldats de la tribu. Cependant, et terminons là-dessus ce chapitre. Les luttes intestines, les luttes de l'intérieur même du pharisaïsme existent et peuvent être particulièrement violentes. Par exemple, au XVIIe siècle, entre les marchands talmudistes hollandais et les marchands talmudistes anglais, mais aussi et surtout Staline. Staline le pharisien, je vous glisserai quelques détails sur Telegram, qui mena une lutte fratricide avec Lénine dans un premier temps, puis une autre de plus grande envergure face à l'ogre pharisien de l'OTAN situé à New York, c'est-à-dire face au gouvernement pharisien mondial, soyons clairs. Voilà pourquoi les États-Unis se bornèrent à une lutte purement défensive face à l'URSS durant la guerre froide. Une patience assumée pour parvenir au pharisaïsme universel à la mort de Staline. Voilà pourquoi les États-Unis échouèrent constamment dans leurs entreprises anticommunistes parce que leur président était toujours entouré de toute façon de pharisiens traîtres. Alors, dans le but de nuire, dans le but de s'accaparer les sociétés des gentils, les mammonistes procèdent méticuleusement, depuis des siècles, en usant 4 principales techniques. Et nous allons les résumer. Donc pour infiltrer les sociétés goïm. La première reste l'espionnage. Chaque pharisien travaillant dans un domaine public d'importance se doit de faire un rapport chaque mois à son rabbin. Les informations jugées utiles montent vers le haut, vers la section du Grand Kahal. Ce qui relève de la plus haute importance, d'intérêt militaire par exemple, ou politique, est expédié à la capitale de la superpuissance servant le pharisaïsme. Avant c'était Londres, depuis 1933 c'est Washington. C'est important à leurs yeux, car l'arrivée du Messie sera précédée d'une guerre sanglante
dans laquelle mourront les 2/3 de l'humanité. De toute façon, quelle que soit la guerre qui déchaînerait, les talmudistes auraient la victoire assurée tellement ils sont infiltrés partout, dans toutes les bases atomiques du monde. La deuxième demeure le sabotage. Parfois, nous en touchâmes d'ailleurs un mot précédemment, les rabbins donnent pour mission à quelques pharisiens de mener un sabotage, c'est-à-dire une destruction des défenses éventuelles des gentils. Par exemple, en calomniant un homme politique qui ne leur serait pas soumis. Par exemple, en infiltrant les polices secrètes qui sont leur hantise. Par exemple, en affaiblissant les nations catholiques qui ont, on va dire, le système immunitaire civilisationnel pour se préserver des pharisiens. Les agents de conquête constituent la troisième arme qu'ils maîtrisent. Ce sont des pharisiens masqués qui se rendent indispensables auprès des pouvoirs des goïms, comme des vrais collaborateurs exemplaires. Seulement ensuite, ils se lancent dans ce qu'ils appellent l'œuvre sainte du Balal, c'est-à-dire calomnier et détruire la réputation et la carrière des goïms les plus loyaux, les plus courageux, en cherchant leurs failles. Sinon, de toute façon, ils inventeront les pires mensonges ou alors, technique inverse, ils pratiqueront une adulation exagérée. Dans les pays plus religieux, plus difficiles à infiltrer, les pharisiens répandent une odeur de sainteté exagérée, hypocrite, par exemple l'Opus Dei. Par exemple aussi, ce qu'ils firent à l'inquisiteur Lucero au XVIe siècle. Enfin, quatrième arme, celle-là de destruction massive, et nous allons beaucoup en reparler dans Au-delà du livre, c'est la démocratie. C'est bien d'en reparler après cet épisode législatif. Et oui, puisque les circoncis dominent généralement tous les partis politiques de droite ou de gauche. Et puis, en brandissant les concepts vides de sens comme la liberté ou l'égalité, ils peuvent renverser tous les pouvoirs et tous les souverains. Voilà pourquoi la propagande moderne qualifie le Moyen-Âge de période obscure, de période de ténèbres. La Sainte Inquisition avait empêché les tentatives pharisiennes d'infiltration et les rois et autres nobles se mariaient entre eux, bannissant de fait les pharisiens. C'est ainsi que nous devons comprendre les révolutions dites démocratiques. D'un côté, un individualisme libéral contrôlé par le pharisaïsme, de l'autre, des travailleurs socialistes tenus par les mêmes. Les syndicats sont évidemment pharisiens. Et dans tous les pays pauvres, même rengaines, cette fois sous couvert de lutte anti-impérialiste, imposant par là même l'immuable commerce triangulaire qui apparaît à chaque fois. La seule et saine réponse que l'on puisse accorder, l'orientation salvatrice, se trouverait dans la création d'un mouvement patriote sincère. Mais les circoncis s'empresseront de le discréditer, de le qualifier de nazi, d'avoir recours au mouvement d'extrême gauche ou de le couper de toute institution financière. La seule voie réside donc dans le renforcement des liens commerciaux entre les gouvernements patriotes, libres de domination pharisienne. Et l'auteur nous le rappelle avec justesse plusieurs fois dans son essai, cela ne viendra jamais de pays anglo-saxons. Jamais. Dans ce pays, l'on peut critiquer avec aisance sa patrie, oui, le christianisme, oui, mais jamais le pharisaïsme. L'histoire nous a montré à quel point les Yankees furent faciles à manipuler, utilisés comme des hameçons pour nous faire tomber dans le piège des démocraties illusoires. D'ailleurs, ce sont bien les deux pays anglo-saxons que sont les États-Unis et la Grande-Bretagne qui fomentèrent les révolutions de par le monde, ces deux foyers pharisiens qui renversèrent les monarchies, qui imposèrent le libéralisme absolument partout. Et puis, chers amis, terminons avec le point d'orgue, la franc-maçonnerie. Les talmudistes restent de bien piètres militaires, aussi bien dans l'organisation, dans la stratégie que dans le combat en lui-même. C'est donc à ça que sert la franc-maçonnerie, à mener les guerres pharisiennes. Pensez-y. Est-ce un hasard si, et vous le savez tous très bien, la plupart des hauts dirigeants dans l'armée française appartiennent aux loges? Le pharisaïsme clandestin tient en sous-main ces loges. C'est pourquoi d'ailleurs la franc-maçonnerie n'a rien de révolutionnaire ou de subversif aux États-Unis et en Grande-Bretagne, puisque ces deux pays sont déjà tenus par l'école roulée.
Chez eux, la franc-maçonnerie ne sert que des intérêts militaires, rappelons-le, car elle s'accommode fort bien des fausses démocraties en place. Anglais et Américains ont accepté la loi mosaïque du peuple élu. Tout simplement. Voilà pourquoi les loges maçonniques ont pignon sur rue dans les pays anglo-saxons. En clair, plus la franc-maçonnerie se veut agressive dans un pays, plus cela signifie que le pays en question n'est pas entièrement soumis aux talmudistes. Comme illustration, parlons du Mexique. Lorsque le pharisaïsme mondialisé comprit que l'installation de l'Empire du Mexique, avec l'appui de la France et de Napoléon III, était inévitable, il eut recours à sa marionnette maçonnique pour mettre à mal cette entreprise, l'empereur Maximilien. À côté de cela, une puissante campagne de presse, principalement aux États-Unis, pour exiger le départ des troupes françaises. Napoléon III dut battre en retraite. Autre illustration, histoire vraiment pertinente. Autre illustration, le duc d'Orléans. Les qui, vous savez, firent croire au cousin du roi, le duc d'Orléans donc, que grâce à son initiation, il pourra parvenir au pouvoir par l'entremise d'une révolution qui renverserait Louis XVI. En effet, Philippe d'Orléans, de manière vertigineuse, était devenu grand maître du Grand Orient de France. Seulement, alors que le pouvoir lui tendait les bras, la guillotine ayant coupé toutes les têtes royales autour de lui, Philippe d'Orléans dut déchanter. Les dignitaires maçons lui firent défaut et conspirèrent avec la Convention dans le but de créer finalement une république. Le duc comprit donc que derrière les Illuminés, derrière Adam Weishaupt, trônait un pouvoir occulte qu'il n'avait même pas soupçonné. Il tenta de réagir en dissolvant l'ordre maçonnique, en tant que grand maître. Bien mal lui en a pris. Ses anciens fidèles soutiens maçonniques ne le suivirent pas et votèrent pour l'envoyer à la guillotine, lui, Philippe, égalité. Enfin, dernière illustration, Simon Bolivar. Vous savez, c'était un initié, c'est vrai, chargé de répandre en Amérique du Sud la devise factice subversive de la Révolution française et ainsi affaiblir l'Empire espagnol et l'influence catholique sur ce continent. Seulement Bolivar comprit bien vite qu'il recevrait un coup de chausson de la part de ses compatriotes maçons, son devoir ayant été accompli. Il n'était pas naïf. Cet homme était un patriote sincère, désireux d'aider les populations locales et en 1828, il publia un décret interdisant toutes les sociétés secrètes, c'est-à-dire comprendre la franc-maçonnerie, en Colombie. Il est donc indispensable, et le salut commencera par là, pour la libération de nos peuples, de la domination pharisienne, que des historiens érudits et courageux rectifient dans l'histoire de chaque pays les mensonges qui noircissent tous les livres d'histoire, particulièrement ceux destinés à nos enfants et à nos jeunes. Peut-on encore espérer ? Allons, au-delà du livre, chers amis. En ces lendemains d'élections qui déchantent pour beaucoup, examinons de près la démocratie, paravent de la dictature du pharisaïsme comme le proclamait déjà Céline, et observons à quel point la structure de la démocratie, son échafaudage idéologique convient parfaitement aux talmudistes. La démocratie, c'est déjà le mensonge que le supérieur peut venir de l'inférieur. Ce n'est pas un propos antipopuliste que je prononce, simplement l'élévation, par exemple qu'elle soit religieuse ou culturelle, l'élévation implique que l'on soit tracté, que l'on soit tiré vers le haut, que l'on soit en un mot aidé. C'est le souffle de Dieu, c'est la prière, c'est la contemplation qui nous élève dans la religion. Ce sont les grands écrivains, ce sont les grands penseurs, ce sont les grands intellectuels qui nous élèvent dans la culture. Un enfant a besoin d'être élevé, poussé vers le haut, tiré par son père. Un élève par son enseignant. En clair, le plus ne peut pas sortir du moins ou du zéro. Simplicité biblique. Le peuple ne peut donc pas conférer un pouvoir politique qu'il ne détient pas lui-même. Il lui est d'autant plus impossible, par ses tares, par ses vices et par sa volonté de son obligation de survie, on va dire, impossible, disais-je, de s'extirper de lui-même du niveau zéro. Il a besoin d'être aidé. Le pouvoir ne peut donc venir que d'en haut, c'est-à-dire que de personnes guides. Et qui revendique ce titre ? Qui s'est donné pour mission de guider le monde ?
La démocratie reste une fumisterie dans son essence même, en faisant croire au peuple qu'il a le pouvoir, qu'il maîtrise son destin, accompagné qu'il est, qui plus est, par les médias qui, soi-disant, l'informent et le guident pour voter en toute connaissance de cause. Médias détenus par qui? Double mensonge, donc. Passons au deuxième argument antidémocratique, dirons-nous, flatter le peuple. Le génie de la pensée démocratique s'appuie sur le fait de faire croire au peuple qu'il se gouverne lui-même, qu'il prend lui-même des décisions éclairées. Avez-vous noté que le concept de la démocratie, vu comme une liberté individuelle et ou collective, naquit, après cette période au XVe siècle, nommée l'humanisme? Et oui, sans pensée humaniste, nulle démocratie. Il faut d'abord et avant tout créer le concept d'individu de toute pièce, un individu évidemment isolé de la collectivité, ce qui en soi déjà n'a aucun sens, un individu qui peut agir sur son destin, un individu au centre de la société, créer ce concept donc avant d'entreprendre l'échafaudage philosophique de la pensée démocratique. L'illusion fonctionne à merveille grâce au suffrage universel. La majorité fait loi. Seulement, et nous l'avons rappelé précédemment avec l'omnipotence des médias et même des écrans de façon générale, l'opinion de la majorité peut facilement être redirigée, modifiée, étant donné que les convictions du peuple, ces piliers civilisationnels que sont les convictions, n'existent plus. Le peuple n'existe plus en tant que rempart collectif. Les pharisiens n'ont plus qu'à s'adresser à une somme d'individus, et là, ils jouent sur du velours. S'adresser à l'ego, ils savent faire. Et quand, comme en France, nous avons deux peuples morcelés sur un même territoire, cela donne un discours NFP pour les remplaçants et un discours RN pour les remplacer. Troisième argument, troisième constatation des liens qui existent entre la mainmise pharisienne et la démocratie, l'absence de l'intellectualité. Une véritable élite, dans le sens noble du terme, ne peut qu'être intellectuelle et a fortiori morale. Voilà pourquoi la démocratie ne peut s'installer, s'asseoir, que dans un monde où la pure intellectualité a disparu. Pour masquer cela, le pouvoir a besoin d'inventer de fausses élites. Des élites d'ailleurs parsemées, diluées, puisqu'elles peuvent être politiques, culturelles, sportives, médiatiques. On multiplie les élites puisque nous n'avons pas une élite saine qui peut guider tout le monde sur tous les sujets et qui serait morale avant tout. Donc, tout cela s'est fait pour se substituer à la seule élite réelle. Les fausses élites reposent toujours sur des considérations supérieures totalement arbitraires et changeantes, et toujours matérialistes. À l'heure actuelle, vous le savez, l'élitisme de façade, l'élitisme factice, est fondé sur la fortune personnelle. D'ailleurs, bien souvent, les gens se doivent d'exagérer leur fortune personnelle pour obtenir un strapontin ou un petit marocain, comme dirait Jacques Lang. C'est-à-dire, donc, une fortune personnelle qui signifie en fait une supériorité entièrement extérieure et quantitative, à l'opposé même d'une élite saine, dont la supériorité serait intérieure. Connaissance, savoir-faire, intelligence, expérience, morale et qualitative. Vous voyez, seule une élite malsaine demeure conciliable avec la démocratie, puisqu'ils sont faits du même bois. Et le pharisien, par son incapacité intrinsèque à penser et à réfléchir en dehors de sa tribu, ne sera jamais un intellectuel. Enfin, et terminons là-dessus, croire en la démocratie reste avant tout une insulte à l'histoire, avec un grand H. C'est en raison d'un orgueil individuel que l'on ne souhaite pas mesurer le poids de l'histoire et de ses enseignements. Car le véritable gouvernement, depuis la nuit des temps, comme dirait Théo, élève de seconde, s'est tenu et se tient encore dans les coulisses. Les partis démocratiques, à la solde de l'usurocratie, s'affichent sur le devant de la scène aux yeux du public. Ils ont même une certaine liberté, tant et aussi longtemps qu'ils ne touchent pas, qu'ils ne révèlent pas l'organisation des divers rackets. Ceux de la finance, par la création de la monnaie par exemple, ceux des industries de santé, par la vente de poisons. Et ces deux cartels sont dominés par qui? Par les cols roulés, vous le savez. En clair, la démocratie n'est qu'une goutte d'eau dans l'étang du pouvoir mondial. Que représente la démocratie face à une banque centrale indépendante et totalement privée?
Que représente la démocratie face à un Parlement tourné exclusivement vers les droits individuels? La politique n'était-ce pas justement faire passer les intérêts communs au-dessus des intérêts privés? Et l'on remarque que politique et démocratie, finalement, s'avèrent totalement opposés. Faire de la politique en démocratie relève de l'oxymore. Enfin, de toute façon, que représente la démocratie face à la fausse séparation des pouvoirs puisque les trois pouvoirs sont soumis aux partis politiques financés par... Que jamais de France ne sorte la gloire qui s'y est arrêtée. Chevalier modestes moabits, quam Deo avus fac sacra des tours et des